Lorsque le vieil homme du Vermont ouvrit sa porte cette nuit-là, il pensait simplement répondre à un bruit dans le vent. Mais ce qu'il découvrit dehors allait bouleverser sa vie à jamais. Au milieu de la tempête, à moitié ensevelis sous la neige, 2 bergers allemands luttaient pour survivre. L'un d'eux, une femelle épuisée, était en plein travail. Et ce qu'elle allait mettre au monde allait bien plus loin qu'une simple portée de chiots. Car cette nuit-là, dans une grange glaciale, un vétéran brisé par la guerre, un chien blessé par la vie et une poignée de nouveau-nés allaient réécrire ensemble le sens du mot « espoir ». Ce qu'il allait vivre au cœur de cette tempête réveillerait des fantômes qu'il croyait enfouis, mais aussi une promesse d'amour qu'il n'espérait plus. Restez bien jusqu'à la fin car ce qui va se passer va littéralement vous couper le souffle. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, depuis quelle ville écoutez-vous cette histoire? J'adore voir jusqu'où voyagent nos récits. Le métal glacé du Glock 19 pressé contre la tempe de Ethan Ward lui paraissait presque réconfortant. 3 enveloppes reposaient sur le bureau devant lui. Pour maman, pour Sarah, pour Lily, ses dernières paroles à un monde qui lui avait tout pris. 34 ans, veuf, sans enfant, ruiné. Son doigt se crispa sur la détente, puis un son, lointain, déchirant. Le hurlement d'un chien dans la nuit glaciale. La main d'Ethan trembla, il abaissa lentement l'arme, chancela jusqu'à la fenêtre. En bas, dans le parking illuminé par un seul lampadaire, une boîte en carton reposait dans la neige. 3 formes minuscules s'y blottissaient, tremblant de froid. Un homme se tenait à côté, une cigarette pendant au bout des lèvres. Une pancarte griffonnée à la main disait « 100 $ pour les 3, dernière chance ». Ethan vérifia son portefeuille. 127 $, tout ce qu'il possédait jusqu'à son prochain salaire, dans 14 jours. Les pleurs du chiot transperçaient la nuit. Contre sa poitrine, les plaques militaires de son père étaient glacées. « Protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes ». Les mots gravés résonnaient comme un ordre. Ethan inspira profondément. Puis il bougea. Il enfila ses bottes, attrapa son manteau et dévala les escaliers. La porte claqua derrière lui, le vent giflant son visage. Le thermomètre affichait -15 degrés, le froid qui tue. L'homme leva la tête, méfiant. Il avait la quarantaine, une barbe grise, le regard éteint. Son blouson militaire pendait sur un corps amaigri. La cigarette était consumée jusqu'au filtre. « Je peux vous aider, officier ?» dit-il d'une voix rauque. Ethan montra machinalement son insigne. Il n'était pas en service. Il ne savait même pas pourquoi il avait couru jusqu'ici. Peut-être parce que ses gémissements ressemblaient à un cri d'agonie. « Qu'est-ce que vous avez là ?» demanda-t-il. « Des chiots, bergers allemands, 8 semaines. » L'homme donna un léger coup de pied à la boîte, sans violence, mais sans tendresse non plus. « Trouvés abandonnés sur la route. Je ne peux pas les garder. J'ai besoin de fric. » Ethan se pencha. 3 petits corps tremblaient sous la neige. Le premier, noir et feu, portait une petite cicatrice sur la patte avant. C'était lui qui pleurait. Le deuxième, couleur miel, avait les oreilles trop grandes et un regard incroyablement doux. Silencieux, trop silencieux. Le troisième, tout noir avec de petites marques blanches sur les pattes, gémissait faiblement. « Ils vont mourir dehors, » dit Ethan. « Pas mon problème » répliqua l'homme en haussant les épaules, pas après que quelqu'un les ait achetés. Il tira une dernière bouffée, jeta la cigarette dans la neige. « Alors, vous les prenez ou pas ?» Ethan regarda autour. 3 heures du matin, tempête, pas un bruit, pas une âme. Tout son instinct de policier, forgé en 10 ans de service, hurlait que quelque chose clochait. « Où les avez-vous vraiment trouvés ?» demanda-t-il. L'homme serra la mâchoire. « Sur la route, comme j'ai dit. Cette route est à 60 miles d'ici. Vous avez conduit dans cette tempête avec 3 chiots gelés, sans appeler de vétérinaire ?» Silence. Puis l'homme répondit « J'ai besoin d'argent ce soir. C'est tout ce que vous devez savoir. » Il saisit brutalement le chiot noir et feu par la peau du cou. L'animal gémit. Ethan sentit la colère monter. « 100 $ pour les 3, c'est donné. Ces chiens valent que 3000 chacun normalement, dit-il en ricanant. Repose-le, tout de suite. » La voix d'Ethan était calme, autoritaire. L'homme obéit, les yeux brillants d'un éclat inquiétant. Ethan examina les chiots plus attentivement. La patte du premier était infectée. Le second, la petite femelle couleur miel, respirait à peine. Le troisième, le noir, avait les coussinets gelés. Sans soins immédiats, il ne survivrait pas la nuit. Ethan ouvrit son portefeuille. 127 $. Son loyer était déjà en retard.
Son propriétaire devait passer demain. S'il payait, il risquait l'expulsion. Mais le regard du chiot noir et feu l'anéantit. Les mêmes yeux que Rex, son ancien compagnon de la brigade canine. Rex, mort en essayant de sauver sa fille. La voix de son père résonna dans sa tête. Un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est prêt à perdre pour protéger les autres. Ethan tendit les billets. 100 $. L'homme compta, esquissa un sourire mauvais, enfourna l'argent dans sa poche. « Faites bonne route, officier, et bonne chance. » Alors qu'il montait dans un vieux pick-up rouillé, Ethan demanda « Votre nom ?» L'homme se retourna, sourire sinistre. « Mark Collins. Vous entendrez parler de moi ?» Puis il disparut dans la tempête. Ethan prit la boîte dans ses bras. Le chiot noir et feu se colla contre sa poitrine. Il sentait battre son cœur à travers son manteau. Rapide, affolé, vivant. Quand il poussa la porte de son appartement, la télévision éclairait faiblement le salon. Sa mère dormait dans le vieux fauteuil, une couverture sur les genoux, des post-it éparpillés un peu partout. « Mercredi », disait l'un. « Ethan, mon fils », disait un autre. L'Alzheimer avançait vite. Certains jours, elle croyait encore que son mari était en vie. Ce soir-là, elle se réveilla en entendant la porte. « Ethan, quelle heure est-il ?»« Presque 4, maman. J'ai besoin de ton aide. » Quand elle vit les chiots, elle porta une main à sa bouche. « Seigneur, qu'as-tu fait ?»« Ils étaient en train de mourir, maman. Je ne pouvais pas les laisser. » Mais déjà, la vieille femme s'activait. La fatigue s'était envolée. Son instinct maternel avait pris le dessus. Va chercher des serviettes dans la salle de bain des chaudes, sorties du sèche-linge. Fais bouillir de l'eau et regarde si on a encore du lait pour chiot. Ethan obéit sans discuter. Alzheimer lui volait la mémoire, mais pas ses réflexes de mère. Ensemble, ils travaillèrent dans un silence fébrile. Il enveloppa chaque chiot dans des serviettes tièdes, pendant que Martha, non, Mary Ward, dans cette version, préparait un mélange de lait tiède et de glucose. Elle avait insisté pour garder cette boîte de lait spéciale depuis la mort de Rex. « On ne sait jamais », disait-elle. Ethan l'avait prise pour une lubie. Ce soir, il lui devait la vie de 3 chiots. Le noir et feu était dans le pire état. Température corporelle autour de 34 degrés Celsius. Les yeux mi-clos, presque inconscient. Mary le serra contre son cœur, frottant doucement ses pattes engourdies. « Allez petit, reste avec nous », murmura-t-elle. Le chiot couleur miel refusait de boire. Ethan force doucement le biberon entre ses lèvres. Après quelques secondes, un réflexe de succion. Une gorgée, puis 2. Son minuscule corps trembla, mais sa queue remua faiblement. Le noir, celui aux pattes blanches, buvait avec avidité, grognant entre 2 gorgées. Un battant, celui-là. Puis soudain, le noir et feu s'affaissa. Son petit corps ne bougeait plus. « Non !» cria Mary. Ethan le prit des mains de sa mère. Pas de respiration. Il inclina la tête du chiot, souffla doucement dans sa gueule. 2 secondes, rien, 15 compressions. 2 souffles. « Respire, bon sang !» haleta-t-il. Ses yeux se brouillaient. Pas encore une mort. Pas encore un être qu'il aimait qui s'éteindrait entre ses bras. 15 autres compressions, 2 souffles. Le chiot toussa. Un hoquet, puis un cri faible. Il respirait. Ethan s'effondra contre le canapé, le chiot collé à sa poitrine. Ses mains tremblaient. Son visage était trempé. Mary posa une main sur son épaule. « Tu l'as sauvé, mon fils. » Ethan sanglota. « J'ai failli le perdre ? Mais tu ne l'as pas perdu. C'est pour ça que tu es encore là, Ethan, pour les sauver. » L'aube se leva lentement sur Pine Brook, Montana. À travers la fenêtre embuée, la lumière grise du matin filtrait à peine, peignant la pièce d'une pâleur bleutée. Sur le tapis, 3 petits corps reposaient contre une bouillotte, bien au chaud, roulés les uns contre les autres. Le noir et feu, celui qu'Ethan avait ramené à la vie, respirait enfin régulièrement. Sa température était remontée à 36,5. Pas encore parfaite, mais assez pour survivre. Mary, sa mère, somnolait dans le fauteuil, les mains encore posées sur une serviette. Ethan, lui, n'avait pas fermé l'œil. Il observait les chiots depuis des heures, hypnotisé par la simple évidence de leur existence. 3 vies qu'il avait arrachées à la mort. 3 battements de cœur qui lui rappelaient qu'il était encore capable de sauver quelque chose. Mary se réveilla doucement. Elle regarda les chiots, puis son fils. « Comment tu vas les appeler ?» demanda-t-elle en étirant un sourire fatigué. Ethan haussa les épaules. « Je ne sais même pas si je vais les garder. »« Ethan Michael Ward » dit-elle avec cette autorité douce et inébranlable qui n'appartenait qu'au maire. « Tu as dépensé ton dernier $, pour eux. Tu leur as fait du bouche à bouche, tu vas les garder. » Ethan soupira,
Mais il savait qu'elle avait raison. Le noir et feu, celui qui s'est battu jusqu'au bout, je l'appellerai Duke. Mary acquiesça. Un nom noble, fort, comme ton père. Elle désigna la petite femelle couleur miel. Et elle, Ethan la regarda, sa douceur tranquille, sa fragilité, la façon dont elle collait toujours à ses frères. Bella, ça lui va bien. Et le petit démon? Le chiot noir était en train de tirer la serviette, les dents plantées dans le tissu comme un petit lion. Ethan esquissa un rire. Maximum, pour maximum bêtise. Mary éclata de rire, un vrai rire, franc et léger, celui qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Puis elle posa une main sur la sienne. « Ton père serait fier de toi, tu sais ?» Ethan détourna le regard, les yeux brillants. « Il me manque, à moi aussi, mais il est là, quelque part, dans tout ce que tu fais. » Après le café, alors que les chiots dormaient, Ethan alluma son ordinateur. Il entra le numéro de plaque qu'il avait mémorisé sur le pick-up du vendeur. Marcus Cole, nom dans notre version, Mark Collins. L'écran afficha plusieurs résultats. L'un d'eux fit remonter une sueur froide le long de sa nuque. Un article daté de 8 ans plus tôt, une femme tuée par un chien de garde, sa fille grièvement blessée. Le nom de la victime, Suzanne Collins. L'agresseur, un berger allemand. L'article racontait comment l'animal avait sauté la clôture d'un voisin attaqué sans raison apparente. Suzanne avait protégé sa fille de 4 ans, Emma, et y avait laissé la vie. La fillette avait survécu, mais gravement mutilée. Cicatrice au visage, perte d'un œil et un traumatisme irréversible. L'article citait Mark Collins. Ces chiens sont des monstres, ils devraient tous être abattus. Ethan sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un simple vendeur désespéré. Mark savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait que ses chiots meurent, peut-être pas par ses mains mais par le froid. À 9 heures, il était déjà garé devant la clinique vétérinaire de la ville. Dans le siège passager, la boîte en carton servait encore de berceau. Duke, Bella et Max y dormaient blottis. Bella ouvrait parfois les yeux, juste assez pour vérifier qu'Ethan était toujours là. Elle semblait sentir qu'elle lui devait quelque chose. La vétérinaire, Dr Rachel Whitman, arrivait justement. 34 ans, la démarche déterminée, une fatigue discrète dans les yeux. Tout le monde à Pine Brook savait qu'elle avait perdu son mari 2 ans plus tôt. Soldat tombé en Afghanistan. Elle reconnut Ethan immédiatement. Officier Ward. Sa voix était douce, mais chargée de compassion. « J'ai entendu parler de votre fille, je suis désolé. » Ethan hocha simplement la tête. Les condoléances, il en avait des milliers. Elle ne changeait rien. « J'ai besoin de votre aide, docteur. » À l'intérieur, Rachel posa la boîte sur la table d'examen. Elle enfila des gants et commença à inspecter les chiots méthodiquement. Celui-là, Duke, a une infection à la patte. Il lui faut des antibiotiques immédiatement. Elle passa à Bella, pressa doucement son abdomen, puis fronça les sourcils. « Officier, vous m'avez dit qu'ils avaient 8 semaines ? Oui, pourquoi ?» Rachel prit une grande inspiration. « Parce que cette petite est enceinte. » Ethan cligna des yeux. « Quoi ? Elle n'a que 2 mois et elle est enceinte de 3 semaines. Ce qui veut dire qu'elle a été forcée à se reproduire à 5 semaines. C'est illégal, c'est de la torture. » Elle scanna la puce électronique sur l'épaule de Duke. Le lecteur émit un bip. Rachel tapa le numéro sur son ordinateur puis pâlit. « Ces chiots viennent du Silver Pine Kennel à Colorado Springs. C'est un élevage de chiens de concours, très réputé. » Elle fit défiler une alerte sur son écran. « Porté volé il y a 4 jours. 3 bergers allemands disparus, récompense à la clé. » Ethan sentit son cœur se serrer. « Ils ont été volés. » Rachel acquiesça. « Oui, et vendus à quelqu'un qui voulait probablement les tuer. » Ethan serre les poings. « Cet homme, Mark Collins. » Il savait. Rachel tapa rapidement sur son clavier. « Je me souviens de lui. L'affaire de sa femme, il était détruit après ça. Beaucoup de gens disaient qu'il avait perdu la tête. Mais de là à voler et tuer des chiots, Ethan sortit son téléphone, appela le numéro de l'éleveuse, Madame Patterson. Elle décrocha aussitôt. « Madame Patterson, je suis l'officier Ethan Ward du département de Pine Brook. J'ai retrouvé vos 3 chiots volés. » Un sanglot de soulagement traversa la ligne. « Oh mon Dieu, ils sont vivants ? » ?»« Oui, mais ils ont besoin de soins. » Silence. Puis d'une voix tremblante, « Je viendrai dès que possible. » Ethan hésita. « Madame Patterson, ces chiots, je ne peux pas les rendre. Pas maintenant. Je paierai ce qu'il faut, mais ils ont besoin de moi. Et je crois que moi aussi j'ai besoin d'eux. » Un long silence suivit. Puis la femme répondit doucement, « Officier, ces chiens sont ma vie. Mais un homme qui dépense ses derniers dollars pour sauver 3 êtres condamnés, c'est un homme que je peux leur confier. Gardez-les, aimez-les, c'est tout ce que je demande. » Ethan sentit sa gorge se serrer. Rachel pose une main sur son bras. « Vous leur avez sauvé la vie. Maintenant,
Laissez-moi vous aider à sauver la vôtre. » Elle prépara les traitements, antibiotiques, pommades antiseptiques, vitamines, puis elle ajouta « Duke porte le sang d'un héros, vous savez, son père était un chien militaire. Il a sauvé 6 soldats au combat. Ce chiot a le même courage dans les veines. » Quand ils sortirent de la clinique, la neige recommençait à tomber. Duke dormait dans la poche intérieure du manteau d'Ethan, Bella sur le siège, Max mordillant une ceinture de sécurité. Rachel les regarda partir par la vitre, un léger sourire aux lèvres. Au poste de police, l'inspecteur James Cooper, un vétéran de 60 ans, l'attendait. Cheveux gris, regard fatigué, mais d'une bonté indestructible. Il avait travaillé avec le père d'Ethan et l'avait vu grandir. « J'ai entendu dire que tu avais acheté 3 chiots avec ton argent de loyer, » dit-il en lui tendant un café. Les gens de Pinbrook parlent au plus vite que la radio. Ethan sourit faiblement. « C'est vrai. Des bergers allemands ? » ?»« Oui. Et le type qui te les a vendus, c'était Mark Collins ?» Ethan hocha la tête. Le regard de Cooper s'assombrit. On le surveillait. Cet homme traîne avec un groupe qu'on appelle The Shepherd Watch. Des fanatiques qui pensent que les bergers allemands sont des bêtes dangereuses. Ils en ont tué plusieurs dans le coin, discrètement. Poison, piège, parfois pire. On n'a jamais pu les coincer. Collins est lié à eux, et maintenant qu'il sait que tu as les chiots, tu es une cible. Ethan fixe sa tasse. Je ne leur rendrai pas. Ces chiots, c'est ma famille maintenant. Cooper soupira, mais il comprit. Alors fais attention. Ces gens ne plaisantent pas. Ce soir-là, quand Ethan rentra chez lui, Mary était dans un de ses bons jours. Elle avait préparé du thé, allumé des bougies et installé les chiots dans un coin du salon. Bella dormait sur ses genoux. Duke gardait la porte déjà protecteur. Max mâchouillait un vieux gant. « Ils t'ont adopté avant que tu aies eu le temps de réfléchir, » dit-elle en souriant. Ethan rit doucement. « Ouais, je crois que oui. » Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, Duke se mit à grogner. Faiblement d'abord, puis avec insistance. Ethan ouvrit les yeux, le chiot fixait la fenêtre, poils hérissés. Ethan se leva, arma son arme de service. À travers la vitre, un véhicule était garé de l'autre côté de la rue. Moteur éteint, phare éteint. Quelqu'un était assis dedans, observant. À 3 heures, la voiture démarra et disparut dans le blizzard. Ethan ne dormit plus jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, Ethan découvrit que la photo des chiots avait déjà fait le tour de Pinebrook. Quelqu'un, sûrement l'agent de nuit, avait raconté son histoire. En quelques heures, l'article local titré « Un policier dépense son dernier billet pour sauver 3 chiots abandonnés » s'était propagé sur les réseaux. Les commentaires défilaient sans fin. « Voilà un vrai héros. Dieu bénisse cet homme. Ces chiens vont le sauver à leur tour. » Mais au milieu des louanges, certaines phrases glaçaient le sang. Irresponsable. Il aurait dû les laisser à un refuge. Ces chiens sont dangereux. Les bergers allemands tuent des enfants chaque année. Puis entre tous, un commentaire se détacha. « Ma femme est morte à cause de cette race, mais oui, sauvez ces monstres. » Signé Justice for Suzanne, Mark Collins. Ethan sentit son estomac se tordre. En moins de 24 heures, l'homme savait. Et il le provoquait, publiquement. À midi, les premiers visiteurs arrivèrent au commissariat. Une vieille dame, tremblante, apporta des couvertures. Un adolescent déposa un sac de croquettes. Puis une enveloppe anonyme contenant $500 et un mot pour les chiots du courage. Mais d'autres vinrent pour hurler. Une femme, les larmes aux yeux, accusa Ethan d'encourager la violence canine. Un homme menaça de porter plainte s'il croisait « ces bêtes » près de chez lui. L'après-midi, le chef adjoint William Harris, un homme que tout Pinebrook connaissait et que l'on craignait plus qu'on ne respectait, fit appeler Ethan dans son bureau. Harris, 52 ans, cheveux argentés, port altier, regard glacial. C'était aussi le père de son ex-femme, Sarah. L'entretien s'annonçait tendu. « Asseyez-vous, officier Ward. » Ethan s'exécuta. « J'ai reçu plusieurs plaintes à propos de... vos nouveaux colocataires. 3 chiots, c'est bien ça ? » ?»« Oui, monsieur. Des bergers allemands, dans un appartement qui n'autorise pas les grands chiens. » Ethan garda son calme. « La clause parle de chiens de plus de 11 kilos. Ils en font 3, chacun. Pour l'instant, je suis dans les règles. » Harris se pencha légèrement. « Ne jouez pas sur les mots avec moi. Ces animaux deviendront grands et dangereux. Le public n'aime pas cette image. Un policier instable, endetté, vivant avec 3 chiens d'attaque. » Ethan sentit la colère monter. « Ce sont des chiots, monsieur. Ils ne représentent aucun danger. Ce n'est pas à vous d'en juger. Votre situation personnelle affecte déjà votre réputation, Ward. Vous dépensez votre dernier argent pour des animaux alors que votre mère a besoin de soins médicaux. Vous croyez que ça donne confiance à la population ?» Ethan se leva lentement.
Ce que j'ai fait, c'est sauver des vies. C'est ce que notre badge représente, non? Harris se redressa, le regard tranchant comme une lame. Vous avez 7 jours pour vous séparer de ces chiens. Sinon, je vous suspends. Ethan quitta le bureau, le cœur battant à tout rompre. Cooper l'attendait dans le couloir. Il t'a menacé, hein? Il veut que je me débarrasse des chiots. Ce type a une dent contre toi depuis ton divorce avec sa fille. Mais il y a peut-être autre chose. Cooper baissa la voix. Tu savais qu'il possédait un berger allemand il y a 10 ans? Un champion? Il a disparu après un incident. Dossier scellé, je n'ai jamais su pourquoi. Cette nuit-là, quand Ethan rentra chez lui, le froid semblait plus épais, plus lourd. Il poussa la porte de l'appartement et se figea. Elle n'était pas verrouillée. Un courant d'air froid serpentait depuis le couloir. Il dégaina son arme, balaya la pièce du regard. Rien n'avait bougé. Pourtant, quelque chose clochait. Le silence. Les chiots. Où étaient-ils? Puis un aboiement lointain, étouffé. Le son venait du sous-sol. Ethan descendit les marches à toute vitesse, le souffle court. Dans la cave, sous la lumière vacillante, une cage métallique avait été installée. À l'intérieur, Duke, Bella et Max, terrorisés, tremblaient. Sur la cage, un message composé de lettres découpées dans un magazine. 7 jours, dis-leur adieu. Le Shepherd Watch te regarde? Le sang d'Ethan se glaça. Il appela Cooper. 10 minutes plus tard, des officiers inspectaient la scène. Pas d'empreinte, pas de caméra fonctionnelle. Quelqu'un avait désactivé le système de sécurité. Professionnel. Ils sont entrés chez toi en plein jour, dit Cooper, le visage fermé. Ils savaient quand ta mère était sortie, quand tu n'étais pas là. Et ils savaient où trouver les chiots, répondit Ethan, la mâchoire serrée. Tu n'as plus le choix. Tu dois bouger ce soir. Amène ta mère et les chiens au poste. L'appartement de service au-dessus du commissariat est sécurisé. Tu pourras y rester un temps. Combien de temps? 60 jours. Après, on verra. Ethan n'avait pas d'autre option. Mary, confuse, croyait qu'il partait en vacances. Elle demanda si elle devait prendre son maillot de bain. Les chiots, eux, sentaient la tension. Duke refusait de quitter Ethan collé à sa jambe. Bella restait blottie contre Mary. Max, inconscient du danger, s'endormit dans un sac de linge. À minuit, ils étaient installés au-dessus du poste. Petit appartement, une chambre, un coin cuisine, une salle de bain. Étroit, mais sûr. Cooper avait posté 2 agents en surveillance. Ethan s'étendit sur le canapé. Mary dormait déjà, les chiots roulaient contre elle, Duke sur sa poitrine, Bella à ses pieds, Max sur son oreiller. Dans le silence de la nuit, pour la première fois depuis longtemps, Ethan se sentit en paix, épuisé, mais en vie. Puis, le téléphone vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Une voix déformée par un modulateur. On sait où tu es, on sait ce que tu protèges. 7 jours. Ensuite, les bêtes meurent. Peut-être toi avec. La ligne se coupa. Le souffle d'Ethan se fit court. Duke leva la tête, le fixa, puis lécha doucement sa joue. Un geste simple, instinctif, mais plein de sens. Une promesse silencieuse. Tu n'es pas seul. Ethan murmura. Je ne laisserai personne vous faire du mal, je vous le jure. À l'extérieur, la neige tombait drue. Et dans l'ombre du parking, une silhouette restait immobile, observant la fenêtre du second étage. Une ombre patiente. Une ombre qui attendait le bon moment. 2 jours plus tard, la radio émit une alerte. Tempête historique prévue. Arrivée dans les prochaines 24 heures, catégorie 5, vent à plus de 100 km/h, 4 mètres de neige attendue, température ressentie, moins 35. À 6 heures du matin, Cooper frappa à la porte de l'appartement. « Tu as vu les prévisions? » « Oui. Le comté ferme tout. Seuls les services essentiels restent en poste. Et toi, tu es coincé ici avec nous. Ce bâtiment va devenir ton bunker pour au moins 36 heures. » Ethan fit l'inventaire mental, provisions, croquettes, médicaments de Mary, chargeur d'armes. Il avait tout, mais quelque chose en lui pressentait que la tempête ne serait pas la seule menace. À midi, Mary eut un instant de lucidité rare. Elle posa sa main ridée sur celle de son fils. « Bébé, quelque chose d'horrible arrive, je le sens. Ce n'est qu'une tempête, maman. » Elle secoua la tête. « Non, c'est autre chose, plus froid que la neige. » Elle avait raison. À 16 heures précises, le vent hurla comme un monstre réveillé. Les murs tremblaient, les vitres vibraient sous la pression. En moins d'1 heure, le monde disparut sous un voile blanc. La visibilité, 0. La température, mortelle. Ethan se tenait à la fenêtre, Duke assis à ses pieds. Cooper monta, le visage grave. « La ville est coupée du monde, 4 agents ici, toi compris, c'est tout. Si quelque chose arrive, on est seul. » Ethan hocha la tête. « On a déjà barricadé les entrées pour contrôler le générateur. Tiens bon, Ward, ce soir, il va falloir être prêt à tout.
À 18h pile, la tempête s'abattit sur Pine Brook avec une violence qu'aucun habitant n'avait connue depuis 50 ans. Le vent hurlait comme une bête blessée, les arbres pliaient et la neige tombait en nappes épaisses, effaçant toute trace de route, de lumière, de monde. Le commissariat tremblait sous les rafales. À l'intérieur, seules quelques lampes d'urgence diffusaient une clarté jaunâtre. Ethan vérifia ses armes, rechargea, puis posa une main sur Duke, qui observait la fenêtre, les oreilles tendues. Même les chiots sentaient que quelque chose se préparait. À 19h, la radio d'urgence grésilla. Cooper parlait d'une voix grave à ses hommes. « Écoutez-moi bien, on ne sait pas quand cette tempête va se calmer, ni si elle va se calmer. Les routes sont impraticables. Le courant municipal est coupé. On dépend du générateur, on garde nos positions, on reste vigilant et surtout, on protège Ward et sa famille. » Rodriguez et Mitchell, deux jeunes agents à peine sortis de l'académie, acquiescèrent. Ethan, lui, sentait la tension dans ses tripes. Le genre d'intuition qui te serre la poitrine avant que tout bascule. À 19h30, un bruit sec retentit, le claquement d'une vitre brisée à l'arrière du bâtiment. Cooper leva la tête. « Rodriguez, va voir !» Le talkie grésilla. « Fenêtre cassée, chef, personne à l'intérieur, juste une pierre. Ferme et reviens. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un autre bruit éclata, cette fois du côté du hall principal. Puis un troisième, dans le couloir est. Cooper jura. « Ils testent nos défenses ?» Ethan sentit la sueur froide couler dans son dos malgré le froid. « Ou ils essayent de nous distraire. » À 20h précises, tout bascula. 3 détonations presque simultanées retentirent à l'extérieur. La porte arrière, la fenêtre du sous-sol et l'entrée latérale. « Intrusion !» cria Cooper. La sirène interne se mit à hurler, brisant le silence du blizzard. « Létale force autorisée » ordonna-t-il dans le micro. Le chaos éclata. Des pas précipités, des cris, le vacarme du vent s'engouffrant par les ouvertures. Ethan attrapa son arme et se précipita vers l'escalier. Dans le couloir, l'air glacé brûlait ses poumons. Une silhouette masquée surgit au bout du corridor. Ethan tira. La balle toucha l'épaule. L'homme s'effondra, hurla. Mais d'autres arrivaient derrière lui. 3, peut-être 4. Il recula jusqu'à la porte de l'appartement. « Maman, verrouille la porte !» cria-t-il. De l'autre côté, Mary répondit d'une voix tremblante. « Ethan, qu'est-ce qu'il se passe ? Verrouille, maintenant !» Le battement de son cœur résonnait dans ses tempes. Il arma de nouveau son arme. Des pas montaient les escaliers, des bruits de bottes, lourds, méthodiques. Une voix s'éleva, déformée par un masque. « On ne veut pas te faire de mal, Ward. On veut juste les chiens. Donne-les, et tout s'arrête. Pas question. Alors tu mourras avec eux. » Un coup violent fit trembler la porte, puis un autre. La charnière grinça, se fissura. Ethan tira à travers le bois. Le bruit fut assourdissant. Silence. Puis des pas qui reculent. « Ils ne partiront pas, pensa-t-il. Pas sans les chiots. » Le talkie d'Ethan grésilla. « Wade, ici Cooper, 3 suspects neutralisés au rez-de-chaussée, mais on en compte encore 4 dehors, peut-être plus. Jim, il monte. Tiens bon, j'arrive. » Quelques secondes plus tard, le bâtiment plongea dans le noir. Le générateur venait de s'éteindre. Quelqu'un avait sectionné la conduite de carburant. Plus de lumière, juste le hurlement du vent et les battements de cœur. Dans l'obscurité, un bruit de vitre. Une ombre glissa dans la chambre. Ethan pivota, faisceau de lampe tremblant. Un homme venait de passer par la fenêtre du 3e étage depuis l'escalier de secours, malgré la tempête. Il se jeta vers la salle de bain où Mary et les chiots s'étaient réfugiés. Ethan bondit, le plaqua contre le mur. L'homme était fort, entraîné, il tente de l'étrangler. Ethan lui donna un coup de coude dans les côtes, arracha le couteau qu'il tenait, puis le frappa avec la crosse de son arme. L'homme s'écroula, sonné. Mais déjà d'autres entraient. La porte explosa sous un bélier improvisé. 2 silhouettes, masquées, armes levées. « Maman, à la salle de bain, verrouille-toi !» hurla Ethan. Mary courut, le cœur battant, serrant contre elle la boîte où se blottissaient Duke, Bella et Max. Elle referma la porte juste avant que les intrus ne la voient. Ethan tira. Le premier homme s'effondra, touché à la jambe. Le second se jeta derrière un meuble et riposta. La balle ricocha contre le mur, effleurant l'épaule d'Ethan. La douleur lui arracha un grognement. Il n'avait plus que 2 balles. Et soudain, Cooper surgit de l'escalier accompagné de Rodriguez. « À terre !» cria Cooper. Une rafale éclata. 2 coups nets. Les assaillants s'écroulèrent. « Tout le bâtiment est attaqué ?» dit Cooper, haletant. « On en a capturé 3. 4 se sont enfuis dans la tempête. » Ethan se redressa, le souffle court. « Ce n'est pas fini. C'était trop facile. » La porte d'entrée s'ouvrit. Un bruit de pas régulier. Puis une voix, claire, autoritaire. « Détendez-vous, c'est moi. » Le chef adjoint Harris.
Ethan sentit son sang se glacer. « Chef !» dit Cooper, soulagé. « Dieu merci, on a besoin de renfort. »« Pas la peine, » répondit Harris calmement. Il ferma la porte derrière lui et tourna la clé. « Tout est sous contrôle ?» Cooper fronça les sourcils. « Comment êtes-vous venu ?»« Les routes sont coupées. J'ai un véhicule adapté. Et la volonté ?» Harris souriait, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Puis il se tourna vers Ethan. « Où sont les chiots ?» Le ton, la froideur. Ethan comprit. « Vous ?» murmura-t-il. Harris inclina la tête. « Moi ?» Cooper fit un pas en avant. « Chef, qu'est-ce que vous racontez ?» Harris leva son arme. « Ne bougez pas, James. Je ne veux pas vous tuer. Vous êtes fou. Non, réaliste. » Il posa son regard sur Ethan, un regard presque vide. « Ces chiens, vous savez d'où ils viennent ? Silver Pine Kennel, même lignée que Thor. » Le nom résonna dans la tête d'Ethan. « Thor ! Mon chien, mon erreur, j'ai voulu faire de lui un champion, un soldat parfait. J'ai échoué. Il a attaqué une femme, Suzanne Collins. » Cooper écarquilla les yeux. « Mon Dieu !» Harris poursuivit d'une voix calme, presque fière. « J'ai couvert l'affaire, beau changer son nom, ses papiers. Le chien est devenu Rex. Et je l'ai donné à toi, Ward. Un policier irréprochable, un héros, parfait pour enterrer le scandale. » Ethan sentit la pièce tourner. « Rex était votre chien ?»« Mon fardeau, oui. Et il t'a prouvé que j'avais raison. Cette race est dangereuse. Même éduquée, elle finit par tuer. Rex est mort en essayant de sauver ma fille, » hurla Ethan. « Ouais, il a essayé de se racheter, mais son sang reste le même. Et maintenant, tu héberges 3 autres descendants de cette lignée maudite. Tu as ramené le poison ici. » Harris avança, son arme pointée vers la salle de bain. « Je vais finir ce que j'aurais dû faire il y a 8 ans. » Cooper tenta de s'interposer. « Chef, arrêtez !» Le coup partit. La balle frappa Cooper à l'épaule, il tomba en arrière, blessé, mais vivant. Ethan dégaina, tira. La balle toucha la cuisse de Harris, mais il riposta aussitôt. Ethan hurla, une douleur atroce à la jambe. Il s'effondra, son arme glissant sur le sol. Harris boitait, mais avançait toujours. Il pointa son arme vers la porte de la salle de bain. « Madame Ward, ouvrez, je ne veux pas vous faire de mal. » La voix de Mary résonna, calme et ferme. « Allez au diable !» Harris visa la serrure. Alors je la détruis. Il tira. Le bois éclata, mais la porte tint bon. Ethan tente de ramper, sa jambe saignant abondamment. « Laissez-les !» gémit-il. Harris leva son arme, prêt à tirer de nouveau. Et alors, le silence. Un instant suspendu. Puis, un son. Léger. Des griffes sur le carrelage. Un petit corps s'échappa par la fissure de la porte. Maximum. Le chiot noir, tremblant, s'approcha d'Ethan, lui léchant le visage, le cou, cherchant à le réveiller. Ethan tenta de parler, ses lèvres tremblaient. « Reste, là !» Mais Max aboya. Pas un aboiement de peur, un cri d'alarme. Harris se tourna irrité. « Tais-toi, vermine !» Et soudain, un autre son, grave, profond. Un aboiement qui fit vibrer les murs. Duke, le chiot noir et feu jaillit de la salle de bain, tout dedans dehors. Il bondit sur Harris et planta ses crocs dans son poignet. L'arme tomba au sol. Harris hurla. Duke ne lâcha pas. Il grognait, féroce, infatigable. Harris tenta de le frapper, mais Duke tenait bon, comme s'il portait en lui la rage de Rex, la bravoure de toute une lignée. Bella, la douce Bella, sortit à son tour, courant vers Mary qui s'était effondrée, le cœur battant trop vite. Elle se blottit contre sa poitrine, gémissant comme pour la ramener à elle. Max, lui, resta collé à Ethan, léchant son sang, essayant de le maintenir éveillé. Ethan tenta de bouger, mais la douleur le clouait au sol. Harris, hurlant, parvint enfin à projeter Duke contre le mur. Le chiot poussa un cri, retomba, chancela, mais se releva, boitant, prêt à défendre encore. « Tu vas mourir, sale bête !» cracha Harris, ramassant son arme de la main gauche. Il visa Duke. Un coup de feu éclata. Mais ce n'est pas Duke qui tomba, c'est Harris. Dans l'embrasure de la porte, une silhouette vacillait. Le visage marqué par le froid, la barbe givrée. Une arme tremblait entre ses mains, Mark Collins. La détonation résonna comme un coup de tonnerre arraché à la tempête. Harris chancela, une expression d'incrédulité figée sur le visage. La balle l'avait frappé en plein thorax. Il tomba à genoux, puis s'écroula sur le carrelage, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte dans un souffle rauque. Son arme glissa hors de portée. Le silence qui suivit fut presque irréel, à peine troublé par le sifflement du vent qui s'infiltrait à travers les vitres brisées. Ethan cligna des yeux, la vue brouillée par la douleur et la fatigue. Il reconnut la silhouette dans la lumière vacillante. « Collins !» souffla-t-il. L'homme baissa lentement son arme, haletant.
La neige couvrait ses épaules, fondant en gouttes glacées sur son manteau. Son visage, dur et creusé, semblait sculpté par la rage et le remords. « Il l'a mérité », dit-il d'une voix rauque. « Il m'a tout pris. Ma femme, ma fille, ma vie. » Ethan tenta de se redresser, serrant les dents. « Vous n'auriez pas dû venir ici. » Collins esquissa un rictus. « Oh si. Depuis 8 ans, je rêvais de ce moment. Ce salaud m'a fait croire que ma femme était morte à cause d'un chien sauvage. Mais c'était le sien. Il a menti à tout le monde, détruit ma famille, puis effacé les preuves. » Il fixe le corps inerte de Harris, la respiration saccadée. « Et toi, flic, tu as élevé le descendant de ce monstre sans même le savoir. Le cycle devait s'arrêter. » Duke, encore haletant, s'était placé devant Ethan, poils hérissés, fixant Collins de ses yeux d'ambre. Il tremblait, blessé, mais prêt à défendre encore. Collins le regarda, un mélange de dégoût et de pitié dans le regard. « Toi, petit, tu ne devrais même pas exister. » Ethan, d'une voix rauque, « Baissez cette arme. Je ne peux pas cette fois. » Collins avança d'un pas. Duke grogna, puis contre toute attente, Collins s'arrêta. Son regard vacilla, puis se posa sur Bella, blottie contre Mary. La vieille femme, les mains tremblantes, fixait Collins sans peur. « Vous n'avez pas à faire ça, dit-elle doucement. Vous ne comprenez pas. Ces chiens n'ont rien fait, l'interrompit-elle. Sa voix, bien que faible, portait une autorité presque sacrée. Vous avez souffert, monsieur. Vous avez tout perdu. Mais si vous tuez à votre tour, c'est votre âme que vous perdrez. » Collins ferma les yeux, comme si ces mots l'avaient frappé plus fort qu'une balle. Il abaissa légèrement son arme. « Ma fille, elle vivait encore, vous savez, jusqu'à l'année dernière. » Ethan fronça les sourcils. « Elle a tenu 11 ans après l'attaque, les cicatrices, la douleur, les opérations. Elle a mis fin à ses jours le jour de son anniversaire, 15 ans. » Sa voix se brisa. « Je l'ai trouvée, sur son lit. Et sur la table, il y avait un dessin, d'un chien, pas celui qui l'avait attaqué. Un autre, un chiot. Elle l'avait appelé Duke. Ses doigts tremblaient. L'arme retomba au sol, résonnant sur le carrelage. Collins s'agenouilla lentement, les épaules secouées de sanglots. Elle les aimait. Même après tout ça, elle aimait encore ces bêtes. Mary s'approcha doucement, posa une main sur son épaule. Alors honorez ça. Ne la trahissez pas. La tension s'effondra d'un coup. Collins resta là, immobile, comme vidé. Le bruit du vent se fit à nouveau entendre, envahissant la pièce d'un murmure presque apaisant. Ethan, à bout de force, sentit sa vision se troubler. Le sang s'écoulait toujours de sa jambe. « Mary, appelez Cooper !» Elle hocha la tête, cherchant son téléphone. Mais la batterie était morte, plus de réseau. Collins releva la tête, essuya ses larmes. « L'hôpital est à 4 kilomètres. Vous ne tiendrez pas sans aide. Les routes sont bloquées. Pas toutes, j'ai un véhicule adapté à la neige, un ancien pick-up militaire. » Ethan fronça les sourcils. « Vous feriez ça ?» Après tout ça, Collins soupira. « Je crois que j'ai fait assez de mal pour 18 vies. Laissez-moi au moins essayer d'en sauver une. » Il se leva, remit sa veste, puis aida Ethan à se redresser. Duke suivait, boiteux, fidèle. Bella, toujours blottie contre Mary, refusait de quitter son côté. Max, le petit intrépide, trottinait derrière eux, les oreilles adressées. Dans le hall du commissariat, le chaos régnait. Des vitres éclatées, des traces de sang, le vent hurlant à travers les ouvertures. Cooper, blessé mais conscient, s'appuyait contre le mur. « Harris ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Mort », répondit Ethan. Et il a avoué. Cooper hocha lentement la tête. « Alors tout ce qu'on croyait était un mensonge », murmura Ethan. Collins souleva Ethan, l'aidant à marcher. « On y va ? Si on reste ici, on gèle tous. » Cooper regarda par la fenêtre. On n'y voyait rien, juste une muraille blanche. « Vous n'y arriverez jamais à pied. J'ai un pick-up, blindé, avec des pneus neige et des chaînes renforcées. Vous êtes sûr qu'il démarre encore sous cette tempête ?» Collins esquissa un sourire fatigué. « J'ai survécu à pire. » Ils sortirent par la porte arrière, poussés par le vent glacial. La neige montait déjà jusqu'aux genoux. La visibilité ne dépassait pas 2 mètres. Ethan, soutenu par Collins, tenait Duke contre lui sous sa veste. Le chiot épuisé respirait lentement, ses pattes ensanglantées. Mary avançait lentement, Bella dans ses bras, Max trottant à côté. Cooper fermait la marche, son arme levée malgré la douleur. Ils atteignirent le pick-up de Collins, stationné à moitié enseveli sous la neige. L'homme ouvrit la portière, frappa le volant d'un poing. « Allons, démarre !» Le moteur toussa, gémit, puis rugit. Un souffle d'espoir. Ils montèrent tous, serrés, frigorifiés. La chaleur du moteur leur sembla miraculeuse. La route jusqu'à l'hôpital fut un enfer.
Le vent frappait le pare-brise, la neige aveuglait. Plusieurs fois, le véhicule dérapa, faillit se renverser. Collins conduisait les mâchoires serrées, les yeux plissés, guidé par l'instinct plus que par la vue. Ethan s'accrochait à la banquette, sa respiration saccadée. « Tiens bon, flic !» lança Collins. « Pourquoi ? Vous m'aidez ?» Collins inspira profondément. « Parce que ma fille aimait un chien. Et ce soir, j'ai compris pourquoi. » Ils arrivèrent enfin à la clinique de Pembroke. L'endroit était plongé dans le noir, mais une lueur vacillait à travers les vitres. Rachel Whitman était là, couverte de neige, tenant une lampe de poche. « Ethan, mon Dieu !» Elle accourut, les yeux écarquillés devant le sang sur sa jambe. « À l'intérieur, vite !» Collins l'aida à porter Ethan sur une civière. Rachel compressa la plaie, ordonna à Cooper de lui passer le matériel d'urgence. « Il a perdu beaucoup de sang. Si on ne stabilise pas la blessure, il ne passera pas la nuit. » Mary s'assit à côté, les larmes aux yeux, Bella blottit contre sa poitrine. « Sauvez-le !» murmura-t-elle. Rachel hocha la tête, concentrée. Collins recula d'un pas. Le regard d'Ethan croisa le sien. « Vous allez où ? Je dois disparaître. Après ce que j'ai fait, on ne me laissera pas libre. »« Vous pourriez rester. Vous avez sauvé ma vie. » Collins sourit tristement. « J'ai sauvé ma conscience. C'est déjà beaucoup. » Il s'approcha de Duke, lui caressa la tête. « Prends soin de lui, petit. Il en a besoin. » Puis il se retourna, s'enfonça dans la neige. Personne ne le revit jamais. À l'intérieur, Rachel suturerait pendant 1 heure entière. Ethan perdit connaissance 3 fois. Duke, allongé près du brancard, ne quitta pas son maître du regard, comme s'il veillait à ce que chaque battement de cœur reparte. Quand tout fut terminé, Rachel soupira, épuisée. Il s'en sortira, mais il aura besoin de temps. Mary sourit faiblement. Comme nous tous, elle regarda Duke, Bella et Max endormis côte à côte, collés les uns aux autres, les pattes encore sales, les flancs qui se soulevaient lentement. 3 survivants, 3 miracles. Et pour la première fois depuis des années, Mary Ward se sentit en paix. Le matin se leva sur Pembroke dans un silence irréel. La tempête s'était enfin tue, laissant derrière elle un désert blanc, figé, comme un monde en pause. Le soleil, timide, perçait à travers les nuages, faisant scintiller la neige fraîche comme une mer de verre. Tout semblait apaisé, mais sous cette couche de calme, la ville portait encore les cicatrices de la nuit. Des toits effondrés, des routes coupées, des lignes électriques arrachées. Et au centre de tout, le commissariat, un bâtiment éventré, à moitié enseveli, mais debout. À la clinique, Ethan ouvrit lentement les yeux. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux. L'odeur du désinfectant se mêlait à celle du café chaud. Rachel était là, penchée sur lui, un sourire discret sur les lèvres. « Bienvenue parmi les vivants !» Il cligna des yeux, la voix rauque. « Combien de temps ? 2 jours. Tu as perdu beaucoup de sang, mais tu es hors de danger maintenant. » Il tente de se redresser, grimaça. « Doucement, » dit-elle en posant une main sur son épaule. « Tu n'es pas encore prêt à jouer les héros. » À ses pieds, Duke dormait, la tête posée sur sa botte. Bella et Max étaient roulés en boule sur une couverture, paisible. Ethan les observa un long moment. « Ils n'ont pas bougé depuis que tu as été amené ici, » murmura Rachel. « Même quand j'ai dû te recoudre, Duke grognait si je m'approchais trop. Il te protège comme s'il savait que tu lui avais donné une seconde chance. » Ethan esquissa un sourire fatigué. « On s'est sauvés mutuellement. » Rachel hocha doucement la tête. « Peut-être que c'est ça la vraie survie, se sauver les uns les autres. » 3 jours plus tard, les secours fédéraux arrivèrent enfin. Pembroke fut déclarée zone sinistrée. Les journaux locaux racontèrent l'histoire du policier blessé ayant défendu 3 chiots contre une milice extrémiste pendant la tempête du siècle. Les photos circulèrent, Ethan en civière, Duke à ses côtés, l'air fier malgré sa taille minuscule. Les titres parlaient de courage, loyauté et rédemption. Mais la vérité, Ethan la connaissait. Harris avait dirigé en secret le Shepherd Watch. Il l'avait fondé même, utilisant sa position pour manipuler, mentir, détruire. Les preuves retrouvées dans son bureau étaient accablantes. Disques durs, lettres anonymes, dossiers classifiés. Il finançait les attaques contre les éleveurs, supervisait les sabotages et blanchissait ses actes sous couvert de protection publique. Tout pour effacer la honte du chien qu'il avait lui-même perverti. Quand le FBI interrogea Ethan, il raconta tout. Le vol des chiots, l'attaque, l'assaut au commissariat. Il cacha seulement une chose, le rôle de Mark Collins. « Il était là ?» demanda l'agent fédéral. Ethan regarda la neige par la fenêtre. « Je ne sais pas. La tempête emporte bien des choses. » Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit doucement. Mary se rétablit même si sa mémoire continuait de vaciller.
Parfois, elle croyait que Duke était Rex revenu d'entre les morts. Ethan ne la contredisait jamais. Rachel venait chaque jour faire ses soins. Une complicité s'était installée, timide d'abord, puis de plus en plus évidente. Elle connaissait les blessures qu'on ne voyait pas, celles qui saignent en silence. Un après-midi, alors qu'elle changeait son pansement, elle lui demanda « Tu comptes retourner au service ?» Ethan resta un instant silencieux. « Je ne sais pas. J'ai porté ce badge pour sauver des vies, mais j'ai fini par comprendre que parfois, sauver ne veut pas dire arrêter les méchants. Parfois, c'est juste empêcher quelqu'un d'abandonner. » Rachel hocha doucement la tête. « Alors ne l'abandonne pas. Fais-en quelque chose de neuf. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée à l'hôtel de ville. Le maire, la presse, des vétérans, des habitants, tout Pinbrook s'était déplacé. Les 3 chiots portaient chacun un petit foulard bleu autour du cou. Duke marchait à côté d'Ethan, désormais plus solide, plus grand, le regard fier. Bella trottinait à côté de Mary, douce et calme. Max, fidèle à lui-même, mordillait la manche d'un journaliste déclenchant des rires dans la foule. Le maire s'avança, micro à la main. Officier Ethan Ward, pour votre courage, votre humanité et votre dévouement face au danger, la ville de Pinebrook vous remet la médaille du service exceptionnel. Une salve d'applaudissements éclata. Ethan monta sur scène, appuyé sur sa canne, Duke à ses côtés. Il prit le micro. « Je ne suis pas un héros, pas plus que ces chiens. On n'a pas cherché la gloire. On a juste refusé de tourner le dos à la vie. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le monde. » Son regard croisa celui de Rachel dans le public. Elle souriait. Et dans ce sourire, il vit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Les mois passèrent, Pinebrook se reconstruisit. Ethan acheta une petite maison au bord de la forêt, là où la neige s'étendait comme un tapis de silence. Mary y vivait avec lui, dans un calme retrouvé. Rachel passait souvent, apportant des gâteaux ou prétextant vérifier la santé des chiots, qui entre-temps étaient devenus de jeunes adultes magnifiques. Duke, solide, vigilant, le suivait partout comme une ombre loyale. Bella, douce et apaisante, se couchait souvent près du fauteuil de Mary, veillant sur ses sommeils confus. Max, espiègle et curieux, passait ses journées à creuser des trous dans le jardin et à rapporter les journaux du voisin. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les pins, Ethan s'assit sur le perron. Duke vint se coucher à ses pieds. Le vent portait encore un léger froid, mais plus rien de menaçant. « On y est arrivé, hein, mon grand ?» murmura-t-il. Le chien leva la tête, posa sa patte sur le genou de son maître. Une réponse silencieuse mais pleine de sens. Rachel sortit sur le pas de la porte, une tasse à la main. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu disais, à propos de sauver les autres. » Ethan tourna la tête, un sourire aux lèvres. « Et je crois que c'est devenu ta vocation. » « Ma vocation ? Oui, pas comme flic. Comme homme, comme guide, comme père, peut-être. » Ethan regarda les chiots jouer dans la neige, puis son regard se perdit vers l'horizon, là où le soleil embrasait le ciel d'orange et d'or. « Tu sais, quand j'ai trouvé ces chiots, je pensais que j'étais en train de mourir. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce soir-là que je suis né. » Rachel s'assit à côté de lui, silencieuse, et pendant un long moment, ils restèrent là, à regarder le monde renaître. Mais quelque part, loin dans les montagnes, une silhouette solitaire marchait dans la neige, le visage caché sous une capuche, le fusil sur l'épaule, Mark Collins. Il s'arrêta devant un vieux panneau, Silver Pin Kennel, propriété privée. Il fixa le portail, puis sortit une enveloppe de sa poche. À l'intérieur, une photo, celle d'Ethan et de Duke, publiée dans le journal. Il la regarda un long moment, puis murmura « C'est bien, petit, protège-les mieux que moi. » Il remit la photo dans sa poche, fit demi-tour et disparut dans la blancheur du monde. L'été arriva tard cette année-là timidement, comme s'il n'osait pas vraiment effacer la neige. Les collines autour de Pinebrook reprirent des couleurs, les pins libérèrent leur parfum et les rivières gonflées par la fonte couraient dans les vallées comme des veines de lumière. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan respirait sans douleur. Son corps avait guéri. Sa jambe le faisait encore souffrir certains matins, mais l'homme qui boitait à travers le jardin n'était plus celui qui avait voulu en finir cette nuit-là. Il souriait plus souvent, parlait plus doucement. Et Rachel, toujours à ses côtés, en était devenue la raison. Ils passaient leur journée à la clinique vétérinaire, souvent jusqu'à la tombée du jour. Rachel l'avait engagé comme assistant, ou plutôt comme partenaire officieux. Ethan gérait les dossiers, s'occupait des chiens les plus nerveux et passait des heures à entraîner Duke, Bella et Max. Sous son regard patient, les chiots d'autrefois devinrent 3 forces paisibles et puissantes. Duke obéissait au moindre geste. Bella apaisait les animaux blessés comme si elle comprenait leur douleur et Max
Max restait Max, turbulent, drôle, mais d'une intuition presque surnaturelle. Un après-midi, alors qu'il finissait de nettoyer les enclos, Rachel s'arrêta soudain. « Tu sais, dit-elle, essuyant ses mains sur un chiffon, quand je t'ai vu arriver ce soir-là, couvert de sang, j'ai cru que tu n'allais pas t'en sortir. Et maintenant, regarde-toi. » Ethan sourit, son regard perdu sur l'horizon. « Si je m'en suis sorti, c'est grâce à eux. » Il désigna les chiens couchés à l'ombre du hangar. « Ils m'ont obligé à respirer quand je voulais juste disparaître. » Rachel posa une main sur son bras. « Et tu leur as donné un monde où exister. Ça, c'est plus fort que de simplement survivre. » Le silence s'installa un instant, doux, presque gêné. Le vent portait l'odeur du foin et du soleil chaud. Ethan finit par dire « Rachel, depuis tout ça, j'ai compris une chose. On ne guérit pas du passé, on apprend juste à marcher à côté de lui. Et toi, tu m'as aidé à marcher droit. » Elle leva les yeux vers lui, un peu surprise, un peu émue. « Tu m'as aidé aussi, Ethan. Avant toi, je pensais que je ne pourrais plus rien ressentir. Tu m'as redonné le goût de faire confiance. » Leurs regards se croisèrent. Rien ne fut dit de plus, mais tout était compris. Le soir, ils rentrèrent à la maison. Mary les attendait sur le porche, un châle sur les épaules, l'air paisible. Elle les regarda arriver en souriant, mais dans ses yeux, une confusion flottait. « Ethan ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, maman. » Elle pencha la tête. « Tu ressembles tellement à David, tu sais ?» Il sentit son cœur se serrer. « Je sais, maman. » Elle hocha lentement la tête. « Il serait fier de toi. » Mais plus tard, dans la soirée, alors qu'ils dînaient, Mary renversa son verre, puis demanda soudain où était Lily. Le silence tomba dans la pièce. Rachel posa une main sur celle d'Ethan. « Lily n'est plus là, maman, se dit-il doucement. » Mary cligna des yeux, confuse. « Non, non, bien sûr. Je me mélange parfois. » Cette nuit-là, Ethan resta longtemps assis dans le salon, regardant sa mère dormir dans son fauteuil. Bella était blottie contre elle, la tête posée sur ses genoux. Duke montait la garde près de la porte, immobile, concentré, comme s'il comprenait qu'il devait protéger plus qu'une maison, une mémoire. Les semaines passèrent et la maladie progressa. Parfois, Mary se réveillait sans reconnaître personne. Parfois, elle riait comme avant, lucide, vive, brillante. Ces jours-là, Ethan les appelait « ses soleils ». Mais les jours sombres devenaient plus nombreux. Rachel l'aidait comme elle pouvait, les médicaments, les post-it de rappel, la douceur dans les gestes. Un soir d'août, alors que la chaleur du jour retombait, Mary fit une fugue. Ethan la chercha pendant 2 heures, paniqué, hurlant son nom dans la nuit. C'est Duke qui la retrouva, assise au bord de la rivière, les pieds dans l'eau glacée, chantonnant un air ancien. Il s'approcha doucement, posa sa tête sur ses genoux. Elle sursauta, puis sourit. « Tu es revenu, Rex », murmura-t-elle. « Je savais que tu reviendrais. » Ethan arrive quelques minutes plus tard, le cœur battant à rompre. « Maman !» Elle leva la tête, les yeux brillants. « David, tu es venu me chercher ?» Il s'agenouilla, la prit dans ses bras. « Oui, maman. » On rentre à la maison. Elle hocha la tête. « Tu sais, ce chien, il m'a retrouvé, comme autrefois. Il m'a sauvé. » Ethan regarda Duke qui fixait sa mère avec une tendresse presque humaine. Il sentit ses yeux se remplir de larmes. « Oui, maman, » murmura-t-il. « Il t'a sauvé ?» Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta dans le salon, observant sa mère endormie, Bella à ses pieds, et Duke couché en travers du seuil, fidèle gardien des rêves. Le lendemain, il prit une décision. Il parla à Rachel sur le porche, la voix tremblante. « Je ne peux pas laisser maman finir ses jours dans la confusion et la peur. Je veux qu'elle ait un endroit où elle se sente utile. Un endroit plein de vie, pas de silence. » Rachel hocha lentement la tête. « Tu penses à quoi? À un refuge? Pas seulement pour les chiens, pour les gens aussi. Les anciens soldats, les malades, ceux qui ont tout perdu, un lieu où les chiens pourraient aider les humains à guérir. Comme Duke l'a fait pour moi et pour elle. » Rachel sourit, émue. « C'est magnifique, et je veux en faire partie. » Ainsi naquit l'idée du Martha's Haven, le refuge de Martha, un sanctuaire où chaque vie brisée trouverait sa place. Ethan passa des nuits entières à dessiner les plans, à contacter des associations, à remplir des formulaires. Rachel s'occupa du côté vétérinaire. Cooper, remis de sa blessure, aida à gérer la paperasse légale. Et peu à peu, l'idée prit forme. Une ferme réhabilitée, des enclos, une infirmerie, des dortoirs pour les bénévoles. Mary eut un bon jour le matin où les travaux commencèrent. Elle observa les engins, les fondations, les structures qui s'élevaient et murmura « C'est beau, Ethan. Tu construis quelque chose de bien. Pour toi, maman. » Elle sourit, la voix tremblante. « Non, mon fils. Tu le construis pour eux et pour toi. » Le refuge ouvrit 6 mois plus tard, au printemps.
Les premiers pensionnaires arrivèrent, un chien blessé de la route, un vétéran isolé, une jeune femme traumatisée par un accident. Chaque histoire portait une cicatrice, et chaque cicatrice trouvait ici un écho. Et au centre de tout cela, Duke, Bella et Max, 3 survivants devenus les symboles d'un renouveau. Les médias revinrent, attirés par le miracle de Pine Brook. Les caméras filmèrent les chiens jouant avec les enfants, Mary riant avec les visiteurs, Ethan et Rachel marchant côte à côte entre les enclos. Un journaliste demanda à Ethan « Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce lieu ?» Ethan réfléchit, puis répondit simplement « Parce qu'un jour, 3 petits êtres en train de mourir m'ont rappelé ce que ça voulait dire de vivre. » Le printemps s'installa définitivement sur Pine Brook. Les montagnes, libérées de la neige, resplendissaient sous le soleil. Le refuge battait son plein, des rires, des aboiements, des pas dans la terre fraîche. Là où régnait autrefois la solitude et la peur, il y avait maintenant de la vie. Une vie simple, fragile mais pleine. Mary avait ses bons jours et ses jours d'ombre. Parfois, elle marchait dans le jardin, parlant à Bella comme à une vieille amie. D'autres fois, elle s'asseyait sur le banc en bois et regardait l'horizon, perdue dans un passé que plus personne ne pouvait atteindre. Mais même dans ces moments de confusion, un visage restait toujours clair pour elle, celui de Duke. Chaque matin, le rituel était le même. Mary ouvrait la porte, lançait doucement « Viens mon grand, on va voir le soleil ». Et Duke arrivait trottant, fier et silencieux, comme s'il comprenait que cette simple promenade était devenue un acte sacré. Rachel observait souvent cette scène de loin. Elle disait que c'était l'amour sous sa forme la plus pure. 2 âmes fragiles, liées par un fil invisible que ni le temps ni la mort ne pouvaient rompre. Mais un matin de mai, le soleil se leva sur un calme étrange. L'air semblait plus lourd, plus dense. Ethan sentit quelque chose d'instinctif lui serrer la poitrine avant même d'ouvrir les yeux. Le silence. Pas un bruit, pas un aboiement. Il descendit les escaliers en hâte. La porte du salon était entr'ouverte. Duke n'était pas là. Il courut dehors, pieds nus, la terre encore humide sous la rosée. Et là, il les vit. Sur le banc, sous le vieux chêne, Mary était assise, paisible, le visage tourné vers la lumière. Duke, allongé contre ses jambes, la tête posée sur sa robe. Il ne bougeait pas. Le temps sembla s'arrêter. Ethan sentit ses jambes se dérober, sa gorge se nouer. Il s'approcha lentement. Mary souriait encore. Son regard était fixé vers les montagnes, comme si elle regardait quelqu'un qu'elle avait attendu toute sa vie. Dans sa main, un petit médaillon qu'elle tenait serré. La photo d'Ethan enfant dans les bras de son père. Duke, lui, respirait encore, à peine. Ses flancs se soulevaient faiblement. Ethan s'agenouilla, la main tremblante sur sa tête. « Mon grand, qu'est-ce que t'as fait, hein ?» murmura-t-il, la voix brisée. Rachel arrive en courant, le cœur battant. Quand elle vit la scène, elle porta une main à sa bouche. « Ethan ?» Il secoua la tête, incapable de parler. Rachel s'approcha, prit le poignet de Mary, son visage se détendit. Elle est partie doucement, sans douleur. Ethan ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. Et lui ? Rachel posa une main sur le pelage de Duke. Il est resté avec elle, il a veillé jusqu'au bout. Il s'est laissé aller quand elle s'est endormie. Ethan caressa le museau du chien, les doigts tremblants. « T'étais là pour elle, comme Rex l'était pour Lily. T'as fait ce que moi je pouvais pas faire, tu l'as accompagnée. » Duke ouvrit les yeux une dernière fois. Son regard chercha celui d'Ethan, et dans ce regard, il y avait tout, la fidélité, la paix, l'amour sans condition. Puis, lentement, il ferma les paupières, le vent se leva, doux, presque bienveillant. Les feuilles du chêne se mirent à danser au-dessus d'eux comme un dernier salut. Rachel s'agenouilla à côté d'Ethan. « Il est parti avec elle. »« Oui, » murmura-t-il. Il la suivit jusque de l'autre côté. Ils restèrent là longtemps, en silence, le soleil montant doucement dans le ciel. L'enterrement eut lieu 3 jours plus tard, dans le petit cimetière à l'arrière du refuge. Ethan avait creusé la tombe lui-même, refusant qu'on l'aide. Mary et Duke furent enterrés côte à côte, sous le grand chêne, là où ils s'asseyaient chaque matin. Sur la pierre, il fit graver « Mary Ward, mère, lumière, mémoire » et juste en dessous, « Duke, loyal jusqu'à la fin ». Quand tout fut terminé, les volontaires du refuge restèrent un moment autour, en silence. Bella et Max s'étaient couchés sur la tombe comme s'ils comprenaient. Rachel posa sa main sur l'épaule d'Ethan. « Tu sais, certains partent, mais ils laissent derrière eux des racines. Regarde autour de toi. Ce lieu, ces gens, c'est elle, c'est Duke, c'est toi. » Ethan leva les yeux. Le vent jouait dans les branches. La lumière tombait à travers les feuilles comme une bénédiction.
Ils ne sont pas partis, dit-il doucement. Ils sont partout, dans chaque respiration de ce refuge. Il passe la main sur la terre fraîche. Promis, maman, je continuerai. Pour vous deux. Les semaines qui suivirent furent silencieuses, mais pas vides. Ethan s'occupa du refuge avec une énergie nouvelle. Bella restait souvent couchée près du bureau, observant les visiteurs avec ce calme profond qui apaisait même les plus brisés. Max, plus grand maintenant, était devenu le compagnon des enfants. Il courait dans le jardin, rapportait des balles, faisait rire ceux qui avaient oublié comment on riait. Un jour, Rachel trouva Ethan dans le bureau penché sur une lettre. « C'est quoi ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit faiblement. « Une demande de subvention. Je veux agrandir le refuge, créer une aile dédiée à la thérapie assistée par les animaux, pour les vétérans, les enfants et les malades d'Alzheimer. » Rachel posa sa main sur la sienne. C'est exactement ce qu'ils auraient voulu. Ethan leva les yeux vers elle. « Tu crois que les chiens savent quand ils partent ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit « Non, ils ne savent pas qu'ils partent. Ils savent seulement qu'ils ont aimé, et c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. » Ethan resta silencieux. Puis il murmura « Alors ils ont tout compris. » Quelques jours plus tard, un colis arriva au refuge. Aucune adresse, aucun expéditeur. À l'intérieur, une enveloppe, un collier en cuir usé et une note. Sur la note, il était simplement écrit « Pour ceux qui savent t'aimer sans peur ». MC Ethan resta immobile, le souffle coupé. Rachel lut la signature à voix basse « Mark Collins ». Il hocha la tête, les yeux perdus dans le vide. Il veille encore, lui aussi, à sa façon. Rachel sourit doucement. « Tu vois ? Même les âmes perdues le trouvent leur chemin ici. » Ethan ferma les yeux, la gorge serrée. Parce que ce refuge, c'est plus qu'un lieu, c'est une seconde chance. L'année suivante, Pinbrook changea de visage. Là où s'élevait autrefois un village oublié du Montana, se trouvait désormais un lieu que tout le pays connaissait, le Martha's Haven. Les journaux nationaux parlaient du « refuge des miracles » où des chiens rescapés aidaient des anciens soldats, des enfants autistes, des personnes âgées. Les images tournaient en boucle. Ethan Ward, ancien policier blessé, marchant entre les enclos, entouré de visages apaisés. Mais ce qu'aucune caméra ne captait, c'était la part de douleur qu'il portait encore. Chaque sourire cachait un souvenir. Chaque vie sauvée lui rappelait celle qu'il avait perdue. Un matin de septembre, il reçut une lettre à en-tête du département de la Défense. Rachel, en la voyant, fronça les sourcils. « Tu n'as rien demandé à l'armée, si ?» « Non. » Ethan ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une proposition officielle. Programme pilote. Intégration des chiens du Martha's Haven dans les unités de soutien post-traumatique pour vétérans. Le gouvernement voulait collaborer. En clair, transformer son refuge en programme national. Rachel s'assit stupéfaite. « C'est énorme, Ethan. Tu imagines ? Des centaines de vies changées. Ton projet, à l'échelle du pays. » Il resta silencieux un moment. « Oui, mais à quel prix ? Comment ça ? Si le gouvernement s'en mêle, ce refuge ne sera plus le nôtre. Il deviendra une institution avec des règlements, des quotas, des décisions qu'on ne contrôlera plus. Et ça, je ne suis pas sûr de le supporter. » Rachel posa doucement sa main sur la sienne. « Je comprends. Mais parfois, il faut accepter de laisser grandir ce qu'on aime, même si ça nous échappe un peu. » Ethan regarda par la fenêtre. Bella jouait avec Max dans le jardin. Le vent soulevait la poussière dorée du soir. « Je réfléchirai. » Les jours suivants, l'annonce se répandit. Des journalistes affluèrent, des vétérans vinrent en personne remercier Ethan. Mais dans les lettres de soutien, il y avait aussi des messages d'ombre, des menaces, des mots anonymes, imprimés, sans signature. « Tu n'as pas compris la leçon. Les chiens tuent. Tu n'apprendras jamais. Le sang appelle le sang. » Rachel voulut alerter la police, mais Ethan refusa. Les fanatiques, comme le Shepherd Watch, n'ont plus de force. Harris est mort et leurs réseaux ont été dissous. Ce ne sont que des fantômes. Pourtant, au fond, il n'en était pas si sûr. Une nuit, alors qu'il travaillait tard dans le bureau, le vent frappa contre les fenêtres. Puis, un son sec retentit. Un craquement. Il se leva, ouvrit la porte. Dans la cour, quelque chose brûlait. Il courut dehors, la neige craquant sous ses bottes. Une croix en bois, plantée au centre du champ, en flammes. À sa base, un message écrit à la peinture rouge. Rex aurait dû mourir. Rachel arrive en courant, affolée. « Ethan !» Il resta figé, les poings serrés. Ils sont revenus. Qui ? Ceux qui pensent que la peur se transmet, que la haine a une généalogie. Les pompiers arrivèrent, la police aussi. Cooper, désormais capitaine, examina le message. On a trouvé des traces de pneus, 2 véhicules, pas de plaques, des empreintes d'hommes adultes armés. Ils veulent que m'effrayer.
Non, Ethan, ils veulent te détruire. Ce refuge est devenu trop puissant pour eux. Le lendemain, la nouvelle fit la une. Le Marthazaven menacé par un groupe inconnu. Les dons affluèrent. Les habitants se portèrent aux volontaires pour surveiller les lieux. Mais Ethan sentait que quelque chose de plus sombre se préparait. Il commença à dormir peu. Son regard devint plus dur, plus méfiant. Rachel le voyait s'éloigner. Un soir, elle entra dans le bureau. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Ethan, tu te bats contre des ombres. Ce ne sont pas des ombres, ce sont des hommes, et ils reviendront. Peut-être, mais si tu les laisses t'obséder, ils auront déjà gagné. » Il resta silencieux, puis murmura « Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la porte de la salle de bain. Harris, le sang, et Duke, j'ai l'impression que tout recommence. » Rachel s'approcha, posa sa main sur sa joue. Alors il est temps de transformer cette peur en quelque chose d'autre. Pas de la vengeance, de la transmission. Le lendemain, elle lui proposa quelque chose d'inattendu. J'ai parlé à une productrice de la chaîne locale. Elle veut tourner un documentaire sur le refuge, sur ton histoire, sur Duke, sur Mary. Elle veut montrer ce que ce lieu représente. Ethan fronça les sourcils. Tu veux que j'expose tout ça? Oui, parce que la lumière, c'est le seul moyen d'éteindre l'obscurité. Il hésita longtemps, puis accepta. Le tournage débuta une semaine plus tard. Des caméras dans le refuge, des interviews, des témoignages de vétérans, de familles, d'enfants. Ethan raconta tout sans détour, la tempête, Harris, Mark Collins, la mort de Duke et de Mary. Et pour la première fois, il pleura devant l'objectif. Pas de rage, pas de honte, des larmes calmes, sincères, qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient plus porter. Quand le documentaire fut diffusé, il fit l'effet d'une onde, des millions de vues, des messages du monde entier. Le Marthazaven devint un symbole d'amour et de rédemption. Mais la gloire attira aussi les regards qu'on ne voulait pas. Une nuit, le système de sécurité détecta du mouvement près des enclos. Ethan sortit, lampe à la main. Rien. Puis un bruit de moteur, une silhouette fuyant dans la forêt. Sur le grillage, un couteau planté et un mot, dernier avertissement. Rachel voulut appeler Cooper. Ethan secoua la tête. Non, cette fois, c'est moi qui finis ce qu'ils ont commencé. Le lendemain soir, il installa des caméras thermiques autour du refuge. Bella restait près de la maison, Max à ses côtés. Le vent soufflait, froid et sec. La lune éclairait faiblement les collines. Vers 3 heures du matin, le capteur s'alluma. Ethan prit sa lampe, sa carabine, avança lentement. Des bruits de pas, des voix chuchotées, puis le silence. Une ombre se détacha des arbres, grande, imposante, le visage couvert d'un foulard. Ethan leva son arme. « Montrez-vous !» L'homme leva les mains, et d'une voix rauque, presque familière, il dit « Calme-toi, flic, ce n'est pas moi ton ennemi. » La lampe trembla légèrement. Ethan reconnut la cicatrice sur la joue, les yeux brûlés par le vent. Mark Collins. Rachel posa doucement sa main sur la sienne. « Je comprends. Mais parfois, il faut accepter de laisser grandir ce qu'on aime, même si ça nous échappe un peu. » Ethan regarda par la fenêtre. Bella jouait avec Max dans le jardin. Le vent soulevait la poussière dorée du soir. « Je réfléchirai. » Les jours suivants, l'annonce se répandit. Des journalistes affluèrent, des vétérans vinrent en personne remercier Ethan. Mais dans les lettres de soutien, il y avait aussi des messages d'ombre, des menaces, des mots anonymes, imprimés, sans signature. « Tu n'as pas compris la leçon. Les chiens tuent. Tu n'apprendras jamais. Le sang appelle le sang. » Rachel voulut alerter la police, mais Ethan refusa. Les fanatiques, comme le Shepherd Watch, n'ont plus de force. Harris est mort et leurs réseaux ont été dissous. Ce ne sont que des fantômes. Pourtant, au fond, il n'en était pas si sûr. Une nuit, alors qu'il travaillait tard dans le bureau, le vent frappa contre les fenêtres. Puis, un son sec retentit. Un craquement. Il se leva, ouvrit la porte. Dans la cour, quelque chose brûlait. Il courut dehors, la neige craquant sous ses bottes. Une croix en bois, plantée au centre du champ, en flammes. À sa base, un message écrit à la peinture rouge. Rex aurait dû mourir. Rachel arrive en courant, affolée. « Ethan !» Il resta figé, les poings serrés. Ils sont revenus. Qui? Ceux qui pensent que la peur se transmet, que la haine a une généalogie. Les pompiers arrivèrent, la police aussi. Cooper, désormais capitaine, examina le message. On a trouvé des traces de pneus, 2 véhicules, pas de plaques, des empreintes d'hommes adultes armés. Ils veulent te m'effrayer. Non, Ethan, ils veulent te détruire. Ce refuge est devenu trop puissant pour eux. Le lendemain, la nouvelle fit la une. Le Marthazaven menacé par un groupe inconnu. Les dons affluèrent. Les habitants se portèrent aux volontaires pour surveiller les lieux. Mais Ethan sentait que quelque chose de plus sombre se préparait. Il commença à dormir peu.
Son regard devint plus dur, plus méfiant. Rachel le voyait s'éloigner. Un soir, elle entra dans le bureau. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Ethan, tu te bats contre des ombres. Ce ne sont pas des ombres, ce sont des hommes, et ils reviendront. Peut-être, mais si tu les laisses t'obséder, ils auront déjà gagné. » Il resta silencieux, puis murmura « Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la porte de la salle de bain. Harris, le sang. Et Duke, j'ai l'impression que tout recommence. » Rachel s'approcha, posa sa main sur sa joue. Alors il est temps de transformer cette peur en quelque chose d'autre. Pas de la vengeance, de la transmission. Le lendemain, elle lui proposa quelque chose d'inattendu. J'ai parlé à une productrice de la chaîne locale. Elle veut tourner un documentaire sur le refuge, sur ton histoire, sur Duke, sur Mary. Elle veut montrer ce que ce lieu représente. Ethan fronça les sourcils. « Tu veux que j'expose tout ça ?»« Oui, parce que la lumière, c'est le seul moyen d'éteindre l'obscurité. » Il hésita longtemps, puis accepta. Le tournage débuta une semaine plus tard. Des caméras dans le refuge, des interviews, des témoignages de vétérans, de familles, d'enfants. Ethan raconta tout sans détour, la tempête, Harris, Mark Collins, la mort de Duke et de Mary. Et pour la première fois, il pleura devant l'objectif. Pas de rage, pas de honte, des larmes calmes, sincères, qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient plus porter. Quand le documentaire fut diffusé, il fit l'effet d'une onde, des millions de vues, des messages du monde entier. Le Martha's Haven devint un symbole d'amour et de rédemption. Mais la gloire attira aussi les regards qu'on ne voulait pas. Une nuit, le système de sécurité détecta du mouvement près des enclos. Ethan sortit, lampe à la main. Rien, puis un bruit de moteur, une silhouette fuyant dans la forêt. Sur le grillage, un couteau planté et un mot, dernier avertissement. Rachel voulut appeler Cooper. Ethan secoua la tête. Non, cette fois, c'est moi qui finis ce qu'ils ont commencé. Le lendemain soir, il installa des caméras thermiques autour du refuge. Bella restait près de la maison, Max à ses côtés. Le vent soufflait, froid et sec. La lune éclairait faiblement les collines. Vers 3 heures du matin, le capteur s'alluma. Ethan prit sa lampe, sa carabine, avança lentement. Des bruits de pas, des voix chuchotées, puis le silence. Une ombre se détacha des arbres, grande, imposante, le visage couvert d'un foulard. Ethan leva son arme. « Montrez-vous !» L'homme leva les mains, et d'une voix rauque, presque familière, il dit « Calme-toi, flic, ce n'est pas moi ton ennemi. » La lampe trembla légèrement. Ethan reconnut la cicatrice sur la joue, les yeux brûlés par le vent. Mark Collins. Le faisceau de la lampe tremblait dans la nuit. La silhouette avança lentement hors de l'ombre, les mains toujours levées. Le vent faisait battre sa veste usée. Son visage, marqué par le froid et les années, semblait taillé dans la pierre. Ethan resta figé, le cœur battant. « Collins !» L'homme hocha la tête. « Je n'ai pas d'arme, et je ne suis pas venu te faire du mal. » Ethan abaissa légèrement sa carabine, sans la lâcher. « Tu as disparu depuis 2 ans, on te croyait mort. » Collins esquissa un sourire triste. « Peut-être que je l'étais. J'ai passé ce temps à fuir, à réfléchir, et à surveiller ceux qui veulent encore te détruire. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Shepherd Watch n'est pas mort, Ethan. Harris n'était qu'un visage. Derrière lui, il y a d'autres hommes, des investisseurs, des éleveurs, des politiques. Ils n'ont pas accepté que ton refuge devienne un symbole. Ils pensent que ton succès ternit leur réputation, qu'ils glorifient une race maudite. Ils préparent sous quelque chose. Ethan fronça les sourcils. « Comment tu sais ça ?» Collins sortit une clé USB de sa poche et la tendit. « Parce que je suis infiltré parmi eux depuis 6 mois. Et ils viennent demain, 3 véhicules. À l'aube, ils veulent s'y brûler le Martha's Haven. » Un silence tomba. Ethan le fixait, incrédule. « Pourquoi m'aider après tout ce que t'as fait ?» Collins baissa la tête. « Parce que ma fille aimait les chiens. Et parce que toi, tu m'as laissé une chance de redevenir humain. » L'aube approchait. Le ciel, lourd et bas, promettait une nouvelle tempête. Ethan réveilla Rachel, Cooper et les bénévoles. On évacue les animaux dans les hangars du sud, les humains dans le bâtiment principal. On se prépare. Rachel attrapa son bras. « Tu crois vraiment qu'ils viendront ?»« Oui. Et cette fois, je ne laisserai personne mourir pour moi. » Ils passèrent la nuit à barricader les clôtures, à renforcer les portes, à surveiller les routes. Bella et Max sentaient la tension, grognaient doucement, oreilles dressées. À 4 heures du matin, les premières lueurs d'un incendie se dessinèrent au loin. 3 véhicules montaient la route forestière. Des phares, puis des silhouettes. Ethan chargea son arme. Collins se plaça à ses côtés. « Tu es sûr de vouloir rester ?» demanda Ethan. « C'est ma dernière dette à payer. » Les véhicules s'arrêtèrent à 100 mètres. Des hommes descendirent. «
armés, masqués, leurs pas crissaient dans la neige, l'un d'eux leva un mégaphone. « Ethan Ward, ce refuge est une insulte à la mémoire des victimes. Sortez et on vous laissera partir. » Ethan avança de quelques pas, sa silhouette découpée dans la lumière des phares. « Vous parlez de mémoire? Alors souvenez-vous que la haine, c'est ce qui a tout détruit. » Un silence, puis un cri. « Feu !» Les tirs éclatèrent. Les balles sifflèrent, frappant les barrières, brisant les vitres. Le chaos. Ethan riposta, Collins à ses côtés. Cooper, armé d'un vieux fusil de chasse, tirait depuis la grange. Rachel aidait les bénévoles à mettre les chiens à l'abri. Les hurlements du vent se mêlaient aux coups de feu. Puis une explosion. L'un des véhicules, en feu, embrasa la neige. Ethan se retourna. Collins, touché à la poitrine, s'écroulait. « Marc !» L'homme tomba à genoux, le sang coulant sur sa veste. « Fini, ce qu'on a commencé !» murmura-t-il, avant de s'effondrer dans la neige. Ethan hurla, puis chargea. La rage pure, froide, concentrée. Il tire sur les pneus du dernier pick-up, puis sur le réservoir. Une détonation, le feu se propagea. Les assaillants prirent de la fuite. Rachel accourut, couverte de cendres et de neige. « Ethan, ça va !» cria-t-il. « Les chiens ? En sécurité. Tous !» Le silence retomba peu à peu, seulement troublé par le crépitement des flammes et le hurlement du vent. L'aube se leva sur un champ dévasté. Des carcasses de véhicules fumantes, des traces de bottes. Et au centre, Collins, allongé dans la neige, Ethan s'agenouilla à côté de lui. Le vieil homme ouvrit faiblement les yeux. « T'as tenu parole ?» murmura-t-il. « T'as sauvé le refuge, Marc. » Un sourire fatigué fendit son visage. « Alors, ma fille peut reposer tranquille. » Puis il ferma les yeux pour la dernière fois. Ethan resta là un long moment, la main posée sur son épaule, avant de se relever lentement. La neige tombait à nouveau, une neige fine, apaisante, comme si le ciel, encore une fois, lavait tout ce qu'il restait de haine. 3 mois plus tard, une cérémonie eut lieu à Washington. Ethan reçut la médaille du courage civil pour avoir défendu le Martha's Haven, mais il refusa le titre officiel de direction du programme national. Le refuge ne m'appartient pas. Il appartient à tous ceux qui ont besoin d'un endroit pour recommencer à vivre. Le Martha's Haven resta à Pine Brook et devint un symbole. Des vétérans vinrent de tout le pays, des familles aussi. On y forma des chiens d'assistance, on y soigna des âmes fatiguées. Rachel en prit la direction médicale. Ethan, lui, continua d'y vivre dans la maison sous les pins, avec Bella et Max. Chaque matin, il passait par le grand chêne, s'arrêtait devant 2 pierres côte à côte. Mary, Duke, toujours là. Il posait une main sur la neige, fermait les yeux. « Vous pouvez dormir tranquille. Le monde est entre de bonnes pattes. » Rachel le rejoignait souvent, une tasse de café à la main. Un jour, elle lui demanda doucement « Tu crois qu'ils savent, là-haut, ce que tu as construit ?» Ethan sourit. « Je crois qu'ils le voient et qu'ils veillent. » Comme Duke le faisait, le vent souffla doucement dans les branches. Au loin, un jeune chiot, issu de la première portée de Bella, courait dans la neige poursuivant un papillon. Ethan le regarda puis murmura « Tant qu'il y aura un chien pour aimer, il y aura de l'espoir. » La caméra imaginaire s'éloigne, montant lentement au-dessus du refuge. La neige scintille, la lumière du matin enveloppe les collines, et dans le vent, on croirait presque entendre un aboiement lointain, celui de Duke.